Salut et bienvenue dans cette première vidéo de ma formation offerte pour débuter sur Illustrator. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases du logiciel. On va partir du principe que vous n'avez jamais ouvert ce logiciel et on va le découvrir ensemble. Donc, si vous venez de cliquer sur Illustrator, vous avez cette page qui vient de s'ouvrir. Donc, je précise que je suis sur la version 2019 de Photoshop. Si vous êtes sur une version antérieure, vous aurez peut-être un panneau un peu différent. Après, il n'a pas beaucoup évolué non plus ces dernières années, donc vous ne devriez pas être perdu. Il y a surtout deux boutons qui vont nous intéresser, c'est créer et ouvrir. Ici, vous voyez que je peux accéder au dernier document que j'ai ouvert. Et ici, donc j'ai créé et ouvrir. Donc c'est les mêmes fonctionnalités que si j'allais dans Fichier. Alors je peux faire ouvrir les fichiers récents, donc vous retrouverez la liste. Et sinon, donc si je fais nouveau, c'est comme si je faisais créer. Bon, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le même intitulé pour le même bouton, mais c'est la même chose. Et si je fais ouvrir, eh bien je peux ouvrir tout simplement un document qui existe déjà, donc soit un fichier Illustrator, donc un fichier .ai, soit par exemple des SVG ou des PDF par exemple, et puis toutes sortes de fichiers. Donc je vais cliquer sur créer puisque ça va me permettre de vous présenter le panneau nouveau document et vous comprendrez comme ça comment choisir tous ces paramètres ici. Alors vous avez ce panneau qui s'ouvre, il ressemble beaucoup à celui sur Photoshop, il est un tout petit peu différent dans les réglages qu'on va avoir ici. Sinon, voilà, vous ne devriez pas vraiment être perdu si vous êtes déjà un peu formé sur Photoshop. Donc ici j'ai des éléments récents, c'est-à-dire des documents que j'ai créés récemment et puis il m'a gardé tous les paramètres à chaque fois de mes documents. Dans enregistrer, alors ça peut être des presets que j'ai enregistrés. Vous voyez que j'en ai tout simplement pas enregistré parce que j'en ai pas l'utilité. Et puis ensuite, disons que ici on a des familles c'est les principaux travaux qu'on peut faire, des fois soit travailler sur mobile, soit travailler pour le web, soit travailler pour l'impression, filmer vidéo ou faire des illustrations, et vous avez des presets du coup qui sont déjà enregistrés. Par exemple, si je vais dans impression, je peux sélectionner un document qui fait déjà du A4 par exemple, qui est un format assez répandu. Donc voilà, vous en avez déjà qui sont... alors il me dit afficher tous les paramètres prédéfinis, donc il en a d'autres. Voilà, donc il en a quelques-uns en plus. Donc vous pouvez les sélectionner directement ici. Alors nous on va partir du principe qu'on en prend un comme ceci. Donc en fait honnêtement ce sont des familles mais vous pouvez les remodifier. Donc ici on va personnaliser un peu tout. Donc admettons que vous souhaitiez quelque chose de neutre. Peu importe celui que vous sélectionnez, vous pouvez tout remodifier ici. Donc admettons que j'aille sur web, je vais prendre le premier ici et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a dans ce panneau. Alors je peux déjà mettre un nom à mon document ici, donc je peux l'appeler test tuto par exemple, ce sera le nom de mon document. Ensuite ici je peux choisir donc l'unité de mesure de mon document, donc les pixels ce sera bien pour travailler sur écran, donc si votre document est destiné à un écran, mettez pixels, sinon mettez centimètres ou millimètres si vous faites de l'impression. Bon, les pouces ce serait aussi pour de l'impression, mais nous en France c'est pas une unité de mesure très répandue, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Souvent moi je me mets sur pixels si je travaille sur le web, ou alors si je travaille par exemple si je fais un logo et que j'ai pas besoin vraiment spécialement d'une taille, mais je me mets sur pixels. Grosso modo, je me mets sur pixels par défaut, sauf si je fais de l'impression, je me mets sur millimètres ou centimètres. Ensuite, ici, on peut mettre une valeur, donc je peux mettre 1000 pixels du coup de largeur, et puis mettre, admettons, 700 de hauteur. Après, orientation, ça m'inverse simplement la largeur et la hauteur, donc format portrait ou paysage. Admettons que je me mette, en paysage. Plan de travail. En fait, je peux monter cette valeur. Donc, en fait, un plan de travail, c'est tout simplement votre document. Donc, je vais vous montrer les plans de travail dans cette vidéo, mais grosso modo, un plan de travail, c'est donc une feuille. Admettons que vous ayez un flyer à faire. Eh bien, vous pouvez mettre deux plans de travail et vous aurez le recto et le verso l'un à côté de l'autre dans votre document. Donc, quand vous les imprimerez, ils seront l'un derrière l'autre. Mais quand vous travaillez et que vous faites la mise en page, du coup, vous pouvez faire en sorte d'avoir le recto et le verso l'un à côté de l'autre. Donc, c'est très pratique. Si vous faites du web design, ça peut être bien aussi parce que vous faites, par exemple, le design de votre page d'accueil et à côté, sur le document d'à côté, dans votre même document, mais sur un autre plan de travail, vous pouvez créer, par exemple, une page à propos ou une page article de blog. Enfin, voilà. Donc c'est très pratique les plans de travail. Ici je vais le laisser sur 1 mais je vous montrerai juste après. Les fonds perdus, alors les fonds perdus on ne s'en servira que pour l'impression.
Qu'est-ce que c'est les fonds perdus? En fait, quand vous allez faire de l'impression, donc vous pouvez mettre une valeur. Donc, quand on travaillera avec les fonds perdus, la plupart du temps, on travaillera de toute façon avec une unité de mesure en pixels, en millimètres ou centimètres. Et donc, vous pourrez mettre, par exemple, jusqu'à 5 mm. Souvent, on met 3-5 mm sur la plupart des documents. Après, il y aura peut-être quelques exceptions, mais voilà. Donc, le cadenas est coché, donc ça me permet d'augmenter toutes les valeurs en même temps. Et du coup, qu'est-ce que c'est les fonds perdus? Eh bien, dites-vous simplement, en fait, quand vous allez, par exemple, si vous faites des cartes de visite, eh bien, les cartes de visite, en fait, elles ne sont pas imprimées sur des... Par exemple, une carte de visite, ça fait 5,4 par 8 cm et quelques, alors j'ai plus les dimensions exactes en tête. Admettons que ça fasse 5 par 8 cm, eh bien le truc c'est que les cartes de visite ne sont pas imprimées sur des cartes qui font déjà 5,8 cm. En fait, elles sont imprimées sur des planches et il y a par exemple 20 cartes de visite qui sont imprimées sur la même planche et ensuite elles sont redécoupées. Et le truc c'est que quand il y a une découpe, eh ben, c'est fait, il peut y avoir une petite marge d'erreur. Et par exemple, si vous avez un élément qui est tout collé sur le bord, eh bien le fait de mettre un fond perdu, vous pouvez faire en sorte qu'il se poursuive en dehors de la limite du document. Et du coup, s'il y a une coupe qui est un peu trop large, eh ben, vous n'aurez pas par exemple un liseré blanc qui apparaîtra le long de votre forme parce qu'on voit un trait de découpe. Donc pour faire en sorte que les petites erreurs de découpe qui peuvent apparaître soient invisibles, tout simplement, on peut mettre des fonds perdus. Donc les fonds perdus, par défaut, souvent je mets 3 à 5 mm pour les documents imprimés. Si vous travaillez pour le web, ça ne sert à rien du tout, donc ici on n'en mettra pas. Et sur votre document, je vous laisserai faire le test vous-même, mais vous verrez, vous aurez un bord rouge, alors rouge normalement, de mémoire c'est rouge, qui va apparaître le long de en fait à l'extérieur des limites de votre document. Donc je vous laisserai tester ça par vous-même. Ensuite, donc mode colorimétrique, donc ici j'ai RVB ou CMJN, donc là RVB, donc rouge, vert, bleu, ce sera pour si vous travaillez sur écran, ce sont les 3 couleurs primaires pour travailler sur écran, et CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir, ce sera les 4 couleurs primaires pour travailler sur de l'impression. Donc là c'est très simple, si votre document est destiné pour le web ou pour les écrans, disons, vous mettez RVB, s'il est destiné pour l'impression, vous mettez CMJN. S'il est destiné pour les deux, que vous faites quelque chose qui est pour RVB et CMJN, vous le faites par exemple au début en RVB et puis par la suite vous pourrez le convertir. Donc voilà. Ensuite, effet de pixelisation. Alors là, vous en avez trois paramètres possibles, 72, 150, 300. Alors là, c'est pareil. Donc 72, on a tendance à dire que c'est pour le web et que ensuite que 300 ppp, c'est pour l'impression. Le web, ça peut être au-dessus de 72 ppp. Si vous voulez jamais vous tromper, enfin moi souvent ce que je fais, c'est que je me mets en 300 ppp. Ça crée un document un peu plus lourd évidemment, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. En fait, moi je préfère souvent faire un document qui est trop lourd et ensuite le réduire, parce que si vous faites un document pas assez lourd, avec pas assez d'informations, des fois ça peut être plus problématique. Après, si vous créez juste un logo, par exemple, le logo, le but c'est de l'avoir au format SVG, donc vous pouvez mettre par exemple écran. Si c'est pas un document qui est directement destiné à être exporté dans sa taille originale, dans la taille dans laquelle vous le créez, disons, vous pouvez on se moque des réglages ici. Mais souvent, moi je me mets par exemple sur 300 ppp, je préfère avoir des documents volumineux, ça me gêne pas trop, d'autant que la différence n'est pas non plus flagrante. Et comme ça, derrière, quand j'exporte ou quoi, je peux réduire la qualité si besoin, pour avoir des documents par exemple plus légers. Mais voilà. Donc admettons que je vais mettre 300 ppp ici. Alors par contre, si vous faites de l'impression, mettez 300 ppp. Mettez pas en dessous. 300 ppp, c'est ce qu'il faut pour avoir quelque chose de net quand vous allez imprimer. Et mode d'aperçu, alors là vous avez trois possibilités. Je vous conseille de laisser par défaut la plupart du temps. Si vous mettez pixel, donc vous pourrez faire le test, en fait quand vous zoomerez, vous verrez un effet pixelisé qui apparaît. Si vous mettez par défaut, quand vous zoomez, c'est l'intérêt d'Illustrator, c'est que comme on travaille sur des formes vectorielles, on aura beau zoomer, on verra toujours une qualité, en fait les formes que vous allez créer, vous pourrez zoomer autant que vous voulez, elles perdront jamais de qualité. Donc ça, c'est ce qui va apparaître si vous mettez par défaut. Si vous mettez pixel, vous aurez un rendu plus pixelisé, c'est-à-dire que si vous zoomez et que vous zoomez à 200% par exemple, eh bien vous aurez un effet pixelisé qui apparaîtra. Ça peut être intéressant si vous faites du web design et que vous voulez voir ce que va faire votre document quand vous zoomerez dedans, puisque c'est ce qu'il fera en réel. Nous, on peut zoomer dedans sur Illustrator, mais à la fin, de toute façon, par exemple, un logo, on l'exportera en PNG ou en JPEG, et donc il sera pixelisé à la fin. Mais nous, c'est notre document de travail qui est vectoriel, et donc qui va nous permettre
de travailler sans perte de qualité. Sur impression, c'est un mode qui nous servira pour de l'impression, mais honnêtement, je m'en sers jamais. Enfin, ça, c'est pas vraiment très intéressant de créer un document directement sur impression. De toute façon, on peut le changer. Donc là, je vais me mettre sur par défaut. On peut le changer en cours de route, mais pas, sur impression, ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas des couleurs qui vont apparaître bizarrement en fait à l'impression. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici, et je vais simplement donc vous conseiller de mettre par défaut. Et donc on va faire créer. Et voilà, on a notre document donc, qui apparaît. Donc une fois qu'on est là, donc, on a notre interface de travail. Donc à gauche, ici, vous avez la barre d'outils. Ici, vous avez une barre d'options. Alors, vous ne l'avez peut-être pas. Je vais vous montrer ça dans un instant, si vous ne l'avez pas. Et à droite, ici, j'ai des panneaux qui vont me permettre pareil, d'accéder à des options. Ici, vous voyez, j'ai les indispensables classiques. Donc ça, c'est mon espace de travail. C'est l'espace de travail que j'ai mis. Vous êtes peut-être sur les indispensables, vous, si vous l'ouvrez pour la première fois. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de barre ici. Si vous voulez qu'elle apparaisse, vous allez aller dans Fenêtre et vous allez choisir Contrôle. Et là, du coup, elle apparaît. Donc à gauche, on a quand même la barre d'outils, et à droite, on a une barre avec des options. Je vais me remettre sur les indispensables classiques, par exemple, qui est un peu plus intéressant. Donc ici, vous voyez, donc j'ai une petite flèche. Donc là, c'est pareil, c'est le même fonctionnement que sur Photoshop pour les panneaux. Donc vous voyez, en cliquant sur les petites flèches, je peux agrandir ou non les panneaux. Je peux également donc sélectionner des groupes de panneaux, vous voyez, les faire flotter, et puis les replacer un peu où je veux. Donc si je sélectionne ici, donc vous voyez, il y a une petite barre en haut, je sélectionne toute la famille. Sinon, si je sélectionne uniquement celui-ci, que je maintiens un clic et que je le déplace, vous voyez que je ne sélectionne que celui-ci. Et je peux le remettre à l'intérieur, par exemple, juste ici. Donc ces panneaux, par exemple, ici j'ai couleurs, j'ai ici le guide des couleurs, eh bien ils apparaissent aussi ici dans Fenêtre, et je peux cliquer sur alors guide des couleurs ou couleurs, voilà, et il s'ouvre comme ceci. Admettons ici, vous voyez, par exemple pour caractère, j'ai rien, donc admettons que j'aille dans texte, caractère, eh bien ça m'ouvre un panneau flottant. Donc à chaque fois, si j'utilise un panneau dans des tutoriels et que vous ne l'avez pas dans votre espace, vous allez dans Fenêtre et vous pouvez l'ouvrir. Et une fois que j'ai ça, vous voyez, j'ai le panneau qui est flottant ici, eh bien je peux l'intégrer où je souhaite. Donc vous voyez que j'ai deux barres aussi, donc on peut c'est pareil, ces barres les déplacer un peu où on veut. Donc là, elles se déplacent comme ceci. Je pourrais déplacer celle-ci comme ça. Donc là, elles sont flottantes, mais je pourrais également du coup dire que je veux, hop là, la remettre. Donc vous voyez, je la mets sur le bord bleu. Je pourrais faire pareil encore une fois ici. Vous voyez, je peux même en avoir plusieurs. Donc à vous de paramétrer votre espace comme vous voulez. Si jamais vous faites des erreurs et que vous avez mis un panneau là où vous ne voulez pas et que vous voulez tout réinitialiser, eh bien vous choisissez l'espace, par exemple les indispensables classiques, et je fais réinitialiser les indispensables classiques. Et là, vous le retrouvez par défaut. Donc après, vous pouvez paramétrer votre espace. Admettons que ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Je l'enlève. Et vous pouvez enregistrer cet espace, par exemple, en allant dans Nouvel espace de travail, vous lui donnez un nom, et du coup, il apparaîtra. Donc ici, vous voyez que moi, j'en ai appelé, donc là, j'ai Geoffrey, donc c'est mon prénom. Donc j'ai un espace assez minimaliste comme ça, et j'en ai un autre pour quand je fais de l'illustration que j'ai paramétré comme ceci, puisque je voulais avoir le panneau calque ici, par exemple. Donc voilà, après, vous pouvez aller également dans Gérer les espaces de travail, vous pouvez recliquer ici pour en supprimer ou les renommer. Et puis vous voyez donc qu'on en a par défaut. Par exemple, si je vais sur peinture, vous avez un espace de travail optimisé pour la peinture, ici pour la typographie. Donc voilà, je vous invite à commencer par vous mettre par exemple sur les indispensables classiques, et puis au fur et à mesure de votre pratique, vous allez ajouter ou retirer des panneaux, et vous mettrez à jour certainement cet espace de travail pour qu'il corresponde bien à la manière dont vous voulez travailler. Je ne vais pas plus en détail approfondir cette notion, donc là je pense que vous avez bien compris, et puis je vous laisse chercher sinon, je vous laisse regarder par vous-même pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, mais normalement ça devrait être assez clair. Ensuite, donc je vous avais parlé de l'espace de travail, donc là vous voyez j'ai un espace de travail, j'ai une feuille. Si je veux en mettre une deuxième, eh bien je peux aller ici, donc sur plan de travail. Et donc ce que je peux faire déjà, c'est, vous voyez, je peux redimensionner mon plan de travail, mon espace de travail, enfin mon plan de travail, pardon, pas l'espace. Donc l'espace de travail, c'est vraiment toute l'interface d'Illustrator. Un plan de travail, c'est ça, c'est ma feuille ici. Donc je peux mettre des valeurs, sinon ici je peux mettre par exemple hauteur 800,
Hop là, donc je peux mettre les valeurs que je veux. Je peux lui donner un nom à ce plan de travail. Vous voyez, si j'avais un recto, je pourrais l'appeler recto. Et puis, je pourrais cliquer ici sur la petite vignette, nouveau plan de travail, et je crée un deuxième plan de travail. Et ce plan de travail, je pourrais l'appeler verso. Et vous voyez, là, je clique sur celui-ci, je le sélectionne. Donc, c'est celui-ci que je peux modifier. Et ici, je sélectionne celui-ci. Là, Y, vous voyez, si je mets, admettons que je mette 400, bien vous voyez, c'est simplement sa position par rapport à mon autre. Là, je pourrais mettre par exemple 1700 et ça me l'espace un peu plus, vous voyez. Donc, on peut faire voilà, on peut paramétrer, créer nos espaces de travail un peu comme on le souhaite. Je pourrais même, vous voyez, si je suis ici, hop là, créer un espace de travail un peu comme je veux. Et voilà, il se crée comme ceci. Donc là, je fais commande Z pour annuler mon action. Et puis si je vais sur tout réorganiser, je pourrais dire par exemple que je fais des colonnes, je peux choisir ici l'espacement entre mes plans de travail, donc j'ai quelques paramètres supplémentaires. Mais je voulais simplement vous montrer ça, donc pour comprendre comment fonctionnent les plans de travail, c'est quand même important. Donc là vous voyez, je peux le déplacer aussi, je pourrais le mettre en dessous si je voulais, et puis je pourrais en créer encore d'autres, vous voyez, j'en crée un nouveau, et puis si je veux, je peux le remettre ici. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne, ça, parce que c'est quand même assez important, des fois on les utilise. Enfin, j'aime bien en fait quand je vais faire des logos, par exemple, je crée plusieurs plans de travail et ça me permet de faire plusieurs brouillons. Donc les plans de travail, c'est assez important, je trouve, sur Illustrator. Ensuite, donc, je vais quand même maintenant qu'on a vu les plans de travail, je vais quand même un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire sur les formes. Donc ici, par exemple, admettons que je prenne l'outil rectangle, eh bien, on va pouvoir dessiner des formes comme ceci. Vous voyez, donc j'étire simplement. Donc si je veux, donc là vous voyez que je crée un rectangle. Si je veux créer un carré, je vais créer mon carré, enfin ma forme. Donc je clique, je maintiens le clic, je glisse. Et je maintiens la touche Shift enfoncée sur le clavier. Et là, ça me bloque le rapport en hauteur et en largeur, et vous voyez que ça me permet de créer tout simplement un carré. Ici, j'ai mon outil de sélection qui me permet de sélectionner après mes objets. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai les poignées qui apparaissent et je peux les redimensionner quand je veux. Donc soit je clique dessus comme ceci, je le déplace, soit je clique et j'ai les poignées et je peux les redimensionner. Si je veux redimensionner mon carré, vous voyez que je clique comme ça, eh bien, il me le déforme. Si je veux garder le même rapport en hauteur et en largeur, donc garder mon carré, je maintiens Shift enfoncé et ça me permet de le transformer sans casser son rapport en hauteur et en largeur. Je pourrais faire pareil, vous voyez, donc là il y a d'autres formes avec par exemple l'ellipse. Hop là, je crée une ellipse, je maintiens Shift enfoncé, comme ceci. Sinon, je peux créer plutôt des formes un peu ovales comme ceci. Donc après, si je veux les modifier, je reprends mon outil ici déplacement à chaque fois et voilà, je clique comme ceci en maintenant Shift enfoncé. Petit raccourci aussi, si je maintiens Alt, donc admettons que je maintienne Shift enfoncé, donc comme ça me permet de garder mon ellipse. Si je maintiens Alt enfoncé, vous voyez que l'agrandissement se fait depuis le centre. Donc ça peut être très pratique quand on veut agrandir un objet depuis le centre. C'est une fonctionnalité qui me sert beaucoup. Alors, je vais vous présenter un peu toutes les formes. Donc, admettons que je les sélectionne toutes. Donc, vous voyez, pour sélectionner plusieurs objets, ce que je peux faire, je clique sur l'un, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur l'autre, je maintiens Shift enfoncé, et puis j'appuie sur Supprimer. Ou alors, je fais, vous voyez, une sélection grossière comme ceci, et j'appuie sur Supprimer, et j'enlève tout. Ensuite, je peux avoir l'outil rectangle arrondi. Alors, là, je crée un rectangle, par exemple, comme ceci, et vous voyez ici, j'ai des poignées. Et si je tire sur les poignées, je peux arrondir mon rectangle. Voilà. Alors, quand il est arrondi au maximum, vous voyez, si je l'arrondis comme ça, je ne peux plus le déformer vers le bas. Vous voyez, je peux le déformer comme ceci, mais je ne peux plus le déformer vers le bas parce que j'ai mis une telle inflexion que je ne peux plus le tasser. Mais du coup, si vous voulez le tasser encore plus, il faut retirer un peu d'inflexion et descendre, vous voyez, comme ceci. Je peux également paramétrer des valeurs comme je le souhaite en allant ici dans Forme. Vous voyez, si je clique sur Forme ici, alors sinon dans Propriété, non, dans Propriété, s'il n'y était pas. Non, on va passer par Forme ici. Donc je clique sur Forme et donc ici, je peux mettre par exemple 50. Et vous voyez, donc ici, j'ai le cadenas qui est décoché. Donc soit je coche le cadenas et dans ce cas-là, quand je change une valeur, elles prennent toutes la même valeur, enfin elles évoluent toutes proportionnellement. Soit je décoche comme ici et je peux dire par exemple ici, je mets 0. Et donc du coup, je peux avoir un bord parfaitement pointu comme ici ou arrondi. Donc ça peut être très pratique pour créer certaines formes.
Donc ça, c'était l'outil rectangle. Donc c'est pareil, on peut créer des rectangles arrondis, mais qui soient carrés. Voilà. Donc j'ai simplement maintenu Alt enfoncé, et vous voyez ce que ça me donne. Je précise aussi, donc vous voyez là pour le moment, je sélectionne ma forme. J'ai le blanc qui est sélectionné. J'ai le blanc qui est sélectionné, mais je peux, vous voyez, choisir d'autres couleurs de fond. Ici, donc là j'ai un nuancier rapide, et je peux choisir des couleurs de contour également. Admettons que je mette du bleu, je peux augmenter l'épaisseur du contour, vous voyez ici, et si je clique même sur contour ici, je peux même faire des effets pointillés, enfin j'ai toutes sortes de paramètres pour modifier mes contours. C'est pareil, je vous laisserai regarder un petit peu pour voir, je vous laisse tâtonner avec tout ça pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Ici, je peux également cliquer et puis vous voyez, j'ai le sélecteur de couleurs qui apparaît et je peux sélectionner une couleur un peu plus manuellement. Donc là, c'est la couleur de fond et si je clique ici, c'est la couleur de contour qui apparaît et que je peux modifier. Voilà. Bon, là, c'est très moche, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Je supprime ça pour finir sur les formes. Donc l'outil ellipse, je vous l'ai montré. L'outil polygone. Donc là, l'outil polygone, vous voyez, je crée un polygone. Si j'appuie sur la touche basse de mon clavier, vous voyez que je réduis le nombre de côtés. Donc ça peut me faire un triangle. Et si j'appuie sur les touches hautes de la flèche, enfin sur la flèche supérieure du clavier, j'augmente le nombre de côtés. Donc vous pouvez jouer dessus pour créer différentes formes. Et si je maintiens Shift enfoncé, ça me permet de faire en sorte que ma forme soit parfaitement alignée. Donc vous voyez, ça m'évite d'avoir une forme qui est un peu comme ça. Là, elle est vraiment bien alignée. Donc ça c'est pareil, je vous laisserai tâtonner, enfin voir un peu ce que vous pouvez faire avec ça. Et l'outil étoile. Alors l'outil halo, je ne vais pas vous en parler, c'est un outil très spécial, c'est plus pour faire des effets de lumière, c'est pas une forme très intéressante. On s'en sert assez peu. Et l'outil étoile, donc simplement pour créer une étoile. Donc là, si vous appuyez sur la touche supérieure du clavier, vous voyez que ça vous augmente le nombre de branches à votre étoile. Donc ici, ça me fait un triangle et ici, ça commence à me faire une étoile. Si j'augmente le nombre de points. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour vous présenter les bases. Je vous laisse, donc comme je l'ai dit, regarder un petit peu ce que vous pouvez faire avec les formes. Donc au début vous allez trouver que vous faites des trucs un peu bizarres, mais vraiment ça va vous permettre d'appréhender le logiciel, essayer de changer les couleurs, etc. pour vous sentir un peu plus à l'aise si vous débutez vraiment. Et pour finir, donc je vais vous montrer comment enregistrer votre travail. Donc admettons voilà, que je fasse une forme comme ça, que je veuille enregistrer ça. Et bien je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Donc vous choisissez l'endroit de destination et vous enregistrerez votre travail au format Adobe Illustrator AI. Donc c'est vraiment le format qu'on va choisir pour conserver notre travail. Donc testtuto.ai, je fais enregistrer. Donc enregistrez toujours votre, là je vais tout laisser par défaut, enregistrez toujours votre travail au format AI, donc au format Illustrator, c'est très important. C'est le format qu'on va garder pour à chaque fois éditer notre travail. Ensuite, si vous voulez l'exporter et le partager, vous pourrez aller dans Fichier, Exporter, Exporter sous par exemple. Et là, vous avez une fenêtre et vous choisissez par exemple du PNG. Donc le PNG, souvent, c'est ce qu'on choisira pour exporter notre travail et le partager sur le web. Est-ce que j'ai le JPEG dans cette fenêtre? Non, j'ai pas le JPEG. SVG, c'est un format qui fonctionnera bien aussi, mais pas pour... Si, le JPEG, il est là. Le SVG, c'est un format éditable, donc si vous voulez passer votre travail et qu'il soit éditable, ce sera bien. Sinon, JPEG et PNG, pour héberger votre travail sur le web, ça sera très bien. Le PNG, si vous avez juste des aplats de couleurs, c'est ce qu'il faut. Donc vous pourrez passer par là très simplement pour exporter votre travail. Donc voilà, je vais achever cette première vidéo sur les bases d'Illustrator ici. Donc je vous laisse un peu tâtonner et comprendre un peu comment fonctionnent les formes ici, l'outil de déplacement aussi pour comprendre comment les redimensionner, etc. Et vous sentirez un peu plus à l'aise sur l'espace. Et ensuite, eh bien, je vous retrouverai donc pour la prochaine partie où on ira un petit peu plus loin et je vais parler de toutes sortes de fonctionnalités en fait qui sont très utiles pour bien travailler sur Illustrator. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.